Alors je reviens sur la question du quinquennat, qui est une question qui revient souvent dans les débats actuels, puisque nous avons des débats juridiques dans la population. On veut changer la constitution, une sixième constitution, etc. Et j'ai dit que c'était finalement des gens qui ne comprenaient rien à la constitution et qui, au lieu de la corriger, voulaient la remplacer. Or, bon, c'est comme quelqu'un qui dirait, voilà, ce moteur, je ne comprends pas comment on fonctionne, je vais en prendre un neuf, n'importe quoi. Il faut être capable de modifier. Peut-être qu'il suffit de modifier telle et telle chose pour que ça fonctionne. Il y a un dysfonctionnement qui est provoqué par ça. Il ne s'agit pas de tout repasser. Déjà, quand quelqu'un dit, au lieu de proposer de régler tel et tel problème de tel et tel article, de refaire une nouvelle constitution, c'est déjà un signe d'ignorance et d'incompétence. Alors, je reviens sur le quinquennat, parce que ce quinquennat, finalement, il a une histoire très complexe. Il n'apparaît pas uniquement en 2002, puisque 2002, c'est déjà la fin d'un quinquennat. C'est-à-dire le quinquennat de Jospin de 97 à 2002. Donc déjà, bon, et c'est ce premier quinquennat de Jospin, qui était Premier ministre, mais finalement un Premier ministre qui a gouverné quelque part pendant 5 ans, ce premier quinquennat de 97 à 2002, qui va enclencher ensuite le quinquennat de 2002 à 2007, le quinquennat de 2007 à 2012, et le quinquennat de 2012 à 2017, etc. Bon, voilà, donc c'est ça. Et puis il faut savoir aussi que quand Mitterrand a été élu en 81, il a dissous immédiatement l'Assemblée nationale, et donc finalement il a créé un nouveau quinquennat. Ben oui, puisque c'est pendant 5 ans, eh bien l'Assemblée nationale et le président public étaient en phase. Sauf qu'au bout de 5 ans, c'est-à-dire en 86, eh bien son quinquennat s'est terminé, en quelque sorte. Et donc voilà, donc finalement il y a eu Chirac qui est arrivé, etc. Donc voilà la réalité des choses. En fait, en 68, De Gaulle a dissous l'Assemblée nationale. Il y a eu une nouvelle élection 5 ans plus tard. Donc en dissolvant l'Assemblée nationale, il a créé un nouveau quinquennat, si on peut dire, sauf qu'entre-temps, Pompidou et... Bon, entre-temps, en 73, il y a eu un changement de président public, puisque lui, il a démissionné en 70, en 69. Donc il y a eu un quinquennat de 68 à 73, si on peut dire, mais avec deux présidents successifs qui étaient du même bord, puisque De Gaulle a été remplacé par Pompidou. Et puis en 73, il y a eu une nouvelle élection qui a été allée jusqu'en 78. Donc 73, c'est un an avant la présidentielle qui a été gagnée par Giscard. Et Giscard n'a pas changé, n'a pas dissous l'Assemblée nationale en arrivant au pouvoir. En 78, il y a une nouvelle élection qui s'est passée sous Giscard et qui a failli provoquer à nouveau un changement de majorité, mais ça s'est pas produit. Je me souviens parce que j'avais participé à la campagne électorale de 78. On espérait, les socialistes espéraient gagner les élections et donc arriver au pouvoir. Et Giscard était prêt à l'accepter en disant ben voilà, bon, ben, si les législatives donnent le pouvoir à une autre majorité, eh bien, on fera de la cohabitation. Donc la première cohabitation, virtuellement, était conçue, était pensée déjà en 78. Alors ensuite, comme c'est la droite qui a gagné les élections de 78, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir en 81, eh ben, il a dissous l'Assemblée nationale et il a créé un nouveau quinquennat de 81 à 86, comme j'ai dit. Bon, voilà. Donc ça, c'est une cuisine électorale qu'il faut comprendre. Et voilà ce que j'essaie d'expliquer aux gens, pas, comment ça fonctionne. Mais la notion de quinquennat, elle est déjà là bien avant, puisque c'est l'Assemblée nationale qui est déjà qui génère déjà le quinquennat. Le concept de quinquennat, il est inhérent à l'Assemblée nationale depuis le départ. Et donc le quinquennat présidentiel, il ne fait que aligner la présidentielle, qui était de 7 ans, sur le quinquennat de l'Assemblée nationale parlementaire. Sauf que, en ne supprimant pas le droit de dissolution du président de la République, et bien finalement, ce quinquennat, il a une épée de Damoclès au-dessus de lui, puisque finalement, à tout moment, et ce serait d'ailleurs la première fois, si Macron devait dissoudre l'Assemblée nationale aujourd'hui,
ou demain, ce serait la première fois depuis qu'il y a des quinquennats. Puisque ni Chirac, alors Chirac, le deuxième mandat de Chirac de 2002 à 2007, il n'y a pas eu de dissolution. Sarkozy n'a pas dissous. Hollande n'a pas dissous, et on va voir si Macron dissout. Mais ce serait intéressant de dissoudre l'Assemblée nationale, parce que ça mettrait en question, ça montrerait bien que le quinquennat a été mal pensé, puisque de toute façon, on peut le contourner. Alors par contre, il a été contourné autrement quand on a changé de Premier ministre. Bon. Le changement de Premier ministre, c'est encore le volet le plus classique de changement, mais sauf que le Premier ministre, il n'est pas lié à une nouvelle majorité, même si on peut essayer de rallier quelques personnes à gauche et à droite. Voilà, donc le Premier ministre, c'est le type de changement qui a été. Mais moi, je dis que ce qui serait intéressant, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Je suis tout à fait favorable, qui montrerait que ce quinquennat, finalement, il est beaucoup plus ouvert qu'on ne le croit. C'est ça qui aussi est important. Les gens se croient que le quinquennat est verrouillé. Il n'est pas verrouillé puisqu'on peut faire une dissolution. Donc c'est déjà une erreur de raisonnement, une erreur de connaissance. Et à ce moment-là, on aurait effectivement de nouvelles élections, avec probablement une perte importante au niveau des députés d'En Marche, ce qui mettrait les autres partis au pied du mur en disant voilà, bon, bah, écoutez, voilà, bah, vous n'avez qu'à former un gouvernement avec une majorité qui comporterait les députés En Marche, les députés républicains, etc. Bon, il faut qu'ils se débrouillent pour ça, et on aurait un Premier ministre qui serait issu de cet ensemble. Mais il faut apprendre aux partis politiques à négocier entre eux, à s'arranger entre eux. On a l'impression qu'aujourd'hui, les hommes politiques sont complètement nuls. Ils sont incapables de s'arranger, de s'organiser entre eux. Et je terminerai en disant que j'ai déjà parlé longuement une autre fois des aspects pervers qui sont liés à ce qu'il n'y ait que 2 candidats au deuxième tour, aussi bien au présidentiel qu'au primaire, pour la présidentielle. Et ça aboutit, parce qu'on sait très bien que s'il n'y avait pas eu cette règle-là, si on était resté dans la règle du désistement, voilà, comme pour les législatives, on se désiste, et bien à ce moment-là, Mélenchon et Hamon se seraient probablement organisés entre eux pour qu'il y ait désistement, et le candidat commun aurait probablement gagné les élections. Parce que si on ajoute les résultats électoraux de Mélenchon et ceux de Macron, de Hamon, même s'ils sont médiocres, eh bien, ils gagnaient par rapport et puis même Macron n'aurait probablement pas été, n'aurait vraiment pas été élu. Donc, un des aspects pervers, les plus pervers de la Ve République, en dehors du fait qu'on ait décidé de passer de l'élection par le Parlement, par le Congrès et d'autres personnalités du président public à une élection au suffrage universel, ce qui est à mon avis une très grave erreur de la Ve République, déjà dès 62 et appliquée à partir de 65. Mais là, on a ce principe qu'on croit intelligent, qu'on croyait intelligent d'un deuxième tour où on ne garde que 2 candidats, qui est un truc qui est une aberration totale. Et Macron est né de cette aberration totale du deuxième tour avec 2 candidats. Parce que s'il n'y avait pas eu ce truc-là, s'il y avait eu le nombre, si on avait dit, voilà, bon, au-dessous de 5%, on ne garde pas les candidats, eh bien, il y aurait eu quand même 4 candidats en lice qui auraient dû, pour pouvoir l'emporter, trouver des arrangements entre eux. Et alors à ce moment-là, Marine Le Pen, elle n'avait aucune chance, puisque personne ne voulait faire alliance avec elle. Mais comme il y avait cette règle de 2 candidats, eh bien finalement, elle est restée en lice. Et Macron a gagné d'une petite tête contre Fillon et contre Mélenchon, pour ne pas parler de Hamon. Voilà. Donc, mais les gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas. Contrairement, ils croient que Marine Le Pen, elle a le monopole d'être au deuxième tour. Non, elle n'a pas le monopole d'être au deuxième tour. C'est simplement que le système veut ça. En 2002, c'est ce qui s'est passé. On prend les 2 premiers arrivés, on est dans voilà, en premier arrivé, et bon. Mais le Front National, et on l'a vu, parce qu'il n'a pas eu de groupe à l'Assemblée nationale, alors on va dire, ah oui, non, le Front National, en 2002, n'aurait pas dû apparaître au deuxième tour. Enfin, il aurait pu apparaître au deuxième tour, mais pas dans un système à 2 candidats.
il y aurait eu contre, il y aurait eu contre, on n'aurait pas dit ah il est deuxième tour. On garde les candidats qui sont arrivés au deuxième tour. Donc on aurait gardé forcément Jospin et les socialistes, hein, qui n'ont pas été éliminés, qui n'auraient pas été éliminés au deuxième tour. Et par conséquent, le jeu démocratique aurait fonctionné tout à fait autrement. Donc on est piégé par l'histoire du deuxième tour. Et les gens ne sont pas capables de le dire, cela.